Bonjour et bienvenue. Aujourd'hui, on plonge dans un sujet assez particulier, l'alexithymie. Oui, bonjour. L'alexithymie est un terme qui peut sembler un peu technique au premier abord. C'est ça. Il nous vient de Peter Sifneos dans les années 70. Et l'étymologie, c'est intéressant, du grec a pour sang, lexis le mot et thymos l'émotion. Donc littéralement, l'absence de mots pour les émotions. Exactement. Notre objectif aujourd'hui, c'est de décortiquer un peu ce que les recherches nous disent sur cette difficulté à se connecter à son monde intérieur. Oui, c'est une exploration importante. On parle d'une difficulté cognitivo-affective qui touche vraiment la manière dont on identifie, dont on exprime ses émotions. Et ça concerne pas mal de monde apparemment. Ah oui, les estimations tournent autour de 10, peut-être 15% de la population générale. Ce n'est pas rien. 15%. C'est énorme en fait. Ça veut dire qu'on en croise tous les jours, potentiellement. Probablement, il faut bien comprendre que ce n'est pas une absence d'émotion, attention, c'est plutôt une difficulté à les lire, à les nommer. D'accord. Les sources évoquent même une petite différence homme-femme sur la difficulté à décrire les émotions, peut-être liée au socio-culturel. Oui, il y a quelques données qui vont dans ce sens, même si c'est complexe. Ça pourrait refléter en partie certaines attentes sociales différentes. Hmm. Ok, alors décomposons un peu tout ça. Pour comprendre l'alexithymie, il y a des aspects clés, c'est ça? C'est ça, on distingue généralement trois dimensions principales. Elles sont souvent évaluées d'ailleurs par des questionnaires, comme le TAS-20 qui est assez connu. D'accord. Alors, la première, La première, c'est la difficulté d'identification des émotions. On l'appelle DIF, pour faire court. C'est vraiment cette incapacité à faire la différence entre ses propres sentiments. c'est-à-dire, Par exemple, confondre l'anxiété et l'excitation, ou ne pas savoir si on est triste ou en colère. C'est une sorte de brouillard émotionnel intérieur, quoi. ah oui, je vois. Sentir quelque chose de fort, mais sans pouvoir mettre de nom dessus. Ça doit être très déroutant. Tout à fait. Et ensuite, il y a la deuxième dimension, Qui est? la difficulté de description des émotions, la DDF. Là, c'est différent. La personne peut vaguement sentir quelque chose, mais les mots lui manquent pour l'exprimer. Même pour soi-même. Ou juste pour les autres. Pour les deux, souvent. Pour se le formuler à soi-même et bien sûr pour le communiquer aux autres. C'est vraiment le sans mots dont parlait Sifneos. L'émotion est là, mais elle reste muette. C'est frappant, ce décalage. Et la troisième dimension, alors? La troisième, c'est la pensée orientée vers l'extérieur, EOT en anglais. C'est une tendance à se focaliser presque uniquement sur les faits, les événements externes, les détails concrets. Au détriment de l'introspection. Exactement. On parle parfois de pensée opératoire. C'est très pragmatique, très factuel, peut porter sur le symbolique ou le ressenti intérieur. Hmm. Et ça, concrètement, ça donne quoi? Ce qui est fascinant, ou plutôt interpellant, c'est cette déconnexion. La personne peut raconter un événement très chargé, un accident par exemple, mais de manière complètement détachée, factuelle, presque comme lire une notice. Ah oui, ça doit être très déstabilisant pour l'entourage, j'imagine. Complètement. Ça peut donner une impression de froideur. D'accord. Et au quotidien, comment ça se manifeste d'autres, au-delà de cette façon de parler? Très souvent, c'est le corps qui va parler. C'est une manifestation courante. La personne va se plaindre de maux de tête, de tensions dans le dos, de problèmes de digestion. Des symptômes physiques, quoi. Voilà, sans forcément faire le lien avec un état émotionnel qui serait en dessous. C'est tout le champ du psychosomatique qui a été beaucoup étudié, notamment par Némia à l'époque. Le corps exprime ce que les mots n'arrivent pas à dire. Donc, des sensations physiques qui remplacent le langage émotionnel. On voit aussi dans les sources cette idée d'un discours émotionnel très pauvre. Oui, c'est ça, très limité. On entendra des ça va ou ça va pas, ou alors des descriptions de comportement. J'ai crié, j'ai claqué la porte. Plutôt que j'étais en colère ou j'étais frustré. Exactement, on décrit l'action, pas le ressenti interne. Et l'impact sur les relations, j'imagine que ça doit être compliqué. Ah oui, l'impact relationnel est souvent majeur. Comme je disais, la personne peut être perçue comme froide, distante, manquant d'empathie, alors qu'intérieurement, il peut se passer autre chose, mais c'est inaccessible. Ça doit freiner l'intimité émotionnelle, la création de liens profonds. Forcément, c'est un obstacle important. Et d'où ça vient tout ça? Quelles sont les pistes sur les origines? Les sources parlent d'une interaction complexe, j'ai l'impression. Oui, c'est clairement multifactoriel. Il n'y a pas une seule cause. On a des pistes du côté neurobiologique. C'est-à-dire le cerveau. Oui, des hypothèses sur des particularités dans la communication entre les deux hémisphères du cerveau ou dans le fonctionnement de certaines zones comme le système limbique qui gère les émotions ou le cortex préfrontal pour la régulation.
mais ce ne sont que des pistes. D'accord. Et l'environnement, l'histoire de la personne? Ça joue un rôle absolument crucial. On pense beaucoup au développement précoce, à l'attachement. L'enfance, donc. Oui. Si un enfant grandit dans un environnement où ses émotions ne sont pas reconnues, pas validées, pas nommées par les parents, ben, il n'apprend pas à le faire lui-même. C'est comme apprendre une langue, en fait, la langue des émotions. Il manque les bases de cette grammaire émotionnelle. C'est une bonne image, oui. Et puis, il y a l'impact des traumatismes, surtout s'ils sont précoces ou répétés. Ça peut créer une sorte de coupure, de déconnexion, comme un mécanisme de défense. Pour se protéger? Voilà. Et il ne faut pas oublier non plus les facteurs culturels. Certaines cultures, ou même certains milieux familiaux, valorisent beaucoup la stoïcité, le contrôle des émotions. Le fameux «sois fort, ne pleure pas». Exactement. Donc si on regarde la situation dans son ensemble, on voit bien cette interaction très complexe entre la biologie, l'histoire personnelle et le contexte culturel. C'est clair. Alors, si on essaie de synthétiser un peu, qu'est-ce que tout cela signifie concrètement? L'alexithymie, c'est donc cette difficulté marquée à la fois pour identifier et pour verbaliser ses propres émotions. C'est un nœud assez complexe entre des facteurs neurobiologiques et développementaux. C'est ça, avec des conséquences importantes sur la santé physique et mentale et sur les relations. C'est une bonne synthèse, oui. Et ça pose évidemment des défis pour les thérapies. J'imagine. Si l'introspection est difficile. Voilà. La personne peut avoir du mal à parler de ses ressentis ou même avoir l'intérêt de le faire. Mais des approches existent, heureusement. Comme quoi, par exemple? On peut adapter des thérapies cognitives et comportementales, les TCC, pour aider la personne à mieux reconnaître les signaux du corps, les pensées associées aux émotions. Il y a aussi des approches psychodynamiques qui sont revisitées pour tenir compte de ces difficultés. Et des choses moins centrées sur la parole? Oui, tout à fait. Les thérapies expressives, comme l'art-thérapie, la musicothérapie ou les approches corporelles, la conscience corporelle, tout ça peut aider à contourner un peu la difficulté avec les mots, au moins au début, à se reconnecter au ressenti par d'autres voies. D'accord. Ce qui souligne l'importance de l'éducation émotionnelle très tôt et puis de la sensibilisation des professionnels de santé, j'imagine. Absolument, c'est fondamental. Et pour élargir un peu la réflexion, peut-être, Oui. cela soulève une question importante, je trouve. Au-delà du trouble clinique, de l'alexithymie comme diagnostic, comment est-ce que notre propre facilité, ou au contraire notre difficulté, à nous, à identifier et partager nos émotions, comment ça influence notre communication tous les jours? Hmm. Bonne question. Surtout dans certains environnements au travail, parfois en famille, ou même culturellement, où l'expression des affects n'est pas toujours, disons, encouragée ou valorisée. Est-ce qu'on n'a pas tous, à des degrés divers, des moments où on est un peu sans mots pour nos émotions? C'est une excellente piste de réflexion pour terminer. Ça nous concerne tous, effectivement. Merci beaucoup pour cet éclairage très complet. Merci à vous.